À 7h14, vous vous êtes réveillé pour cela, pour entendre une réaction attendue, le commentaire de la souris Radio Publique sur la crise en Ukraine. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, Нет, Или признавать суверенитет а республики? я да, поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Да, Федерации. то есть мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est quelque chose dont l'Europe, la France aussi, peut être fière. 35 ans après son premier vol en février 1987, l'A320 est devenu l'avion le plus vendu dans le monde. Son constructeur Airbus, bien sûr, a annoncé il y a quelques jours avoir réalisé le plus important bénéfice de son histoire, malgré la crise sanitaire et ses impacts sur le trafic aérien. Au cœur de cette réussite, l'A320, pourquoi et comment cet avion a-t-il séduit les acteurs du secteur? Bonjour Yann Kochnek. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter cet avion, donc un avion best-seller? Un avion best-seller qui nous amène à Nice si on est parisien et qui même peut aller plus loin. Et maintenant, dans ses capacités, il peut nous emmener jusqu'à Dakar, par exemple. C'est pour vous donner une idée des performances de l'avion. C'est un avion, écoutez, selon la taille du modèle, qui prend 120 à 220 passagers. Voilà. Donc, c'est une des raisons de la réussite de l'avion, c'est qu'au départ, Airbus a conçu un moyen courrier, ce qu'on appelle un moyen courrier, faire du Paris-Nice, Paris-Dakar, se déclinant en plusieurs modèles. Donc, avec un nombre de sièges qui varie selon les besoins de la compagnie, en fonction de la demande de la ligne, en fonction de l'évolution des demandes de la clientèle pour telle ou telle destination. Mais en revanche, un avion qui se pilote de la même façon qu'il soit prévu pour 120 ou pour 220 passagers? Tout à fait. C'est-à-dire que un des facteurs de cette réussite a été une innovation technologique, l'introduction des commandes de vol électriques. Et tout l'avion, dès le départ, avec ses systèmes, ses commandes de vol, mais aussi l'ensemble des systèmes qui font un avion, a été conçu pour être la base d'une famille. Voilà. Donc, avec à la clé des économies pour la formation des pilotes, puisqu'ils peuvent passer d'un modèle à un autre sans aucun problème, mais aussi des économies en matière de maintenance, puisque c'est le même fournisseur qui équipe le modèle le plus petit au modèle le plus grand. Alors, l'une des innovations d'Airbus, ça a été la disparition du manche à balai pour des commandes électriques, Yann Kochnek. Tout à fait, c'est-à-dire que tout le monde a peut-être en mémoire des séquences de films où vous avez un pilote qui tire comme un damné sur son manche pour... Ce qui est mauvais signe, généralement. Ce qui est mauvais signe pour faire remonter son avion. Le manche donc disparaît au profit d'une petite manette latérale. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que l'effort du pilote et physique du pilote pour manœuvrer son avion est amplifié à l'aide de supercalculateurs qui sont au plus près des systèmes critiques de l'avion. Voilà. Et alors, en quoi est-ce un progrès? Bon, on imagine que ça économise les efforts du pilote. On gagne de la masse, c'est-à-dire que un avion, il a besoin de moteur pour décoller, voler et atterrir, mais en même temps, s'il veut aller plus loin, il faut qu'il consomme le moins possible. Donc, bien sûr, les moteurs jouent un rôle important, mais plus l'avion est léger, moins les moteurs ont à travailler et à consommer. Donc ça, c'est Airbus qui a inventé ce système. Boeing l'a suivi? Boeing a été bien obligé de le suivre, puisque la formule a rencontré assez vite du succès, sauf en France, parce qu'il y avait une histoire aussi de pilotage à deux en arrière-plan qui a un peu pourri les débats au début. C'était seulement un débat français? C'était essentiellement un débat français, cette histoire de cockpit, de pilotage à deux. Donc, ça a un peu freiné un petit peu en France la croissance de l'avion, sa reconnaissance par la communauté aéronautique. Mais avant de lancer l'avion, Airbus a fait venir des pilotes de compagnies aériennes du monde entier et la grande majorité, la très grande majorité, voire même la quasi-totalité, ont adhéré à l'innovation. Le concurrent de l'A320, c'est le Boeing 737. Il a été au cœur de l'actualité suite à 2 crashs
du 737 MAX 8. Est-ce que ça signifie que l'on peut considérer qu'Airbus est une compagnie d'avions plus sûre que Boeing aujourd'hui, Yann Kochnek? Je crois qu'il serait prématuré, présomptueux de dire cela, hein, parce que, vous savez, personne n'est à l'abri d'un accident, que ce soit pour un défaut technique, des conditions météo difficiles, une erreur de pilotage. Très souvent, un accident, c'est une chaîne d'événements. Donc, au départ, il y a une météo qui n'est pas bonne, un pépin technique et un pilote un peu fatigué. Enfin bref, voilà. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Donc, personne n'est à l'abri d'un accident. Simplement, c'est vrai que les ennuis du Boeing 737 MAX n'ont fait qu'amplifier, accélérer l'avance d'Airbus sur le segment des moyens courriers. Alors d'autant qu'on a découvert à la faveur de ces deux catastrophes aériennes qu'il y avait des liens entre les autorités de régulation américaines, celles qui donnaient l'autorisation à un avion de voler, et Boeing. Et on a vu qu'en fait, il y avait toute une série de conflits d'intérêts. Est-ce que l'on peut être plus sûr de la manière dont Airbus certifie ses avions, Yann Kochnek? Écoutez, le process de certification, il est mené par les équipes du constructeur, Airbus en le cas, et qui sont surveillés, ces essais sont surveillés par les autorités d'aviation civile des pays concernés. Donc on parlait d'Airbus, c'est plusieurs pays à la fois. Et en même temps, vous avez au-dessus de ces contrôleurs nationaux, vous avez une instance qui s'appelle l'Agence européenne de la sécurité aérienne et qui fait aussi un travail de contrôle tout au long du process de certification de l'avion. Airbus, c'est donc un succès européen, c'est un succès français également. Quelle place occupe la France dans le programme Airbus? Alors, le succès français est celui du lead technologique, hein. C'est clair qu'au moment du lancement de l'A320, la France occupe la première place, joue un rôle moteur en termes de technologie. Mais elle a su et elle a pu s'appuyer aussi sur son partenaire allemand, britannique et espagnol. Et notamment, les Allemands ont apporté leur soutien non seulement financier, mais aussi industriel. Et aujourd'hui, donc on peut imaginer que cet avion a de longues années devant lui, ce qui signifie finalement que les petits ou les moyens avions en termes de contenance de passagers sont promis à un plus bel avenir que l'A320 qui lui au contraire contenait énormément de passagers mais a été plutôt un fiasco. Vous parlez de l'A380? A380. Oui, tout à fait. L'A380, bon, je pense que c'est peut-être pas le but de l'émission. On ne reviendra pas sur les détails de l'échec commercial, hein, vraiment l'échec commercial de l'A380. Simplement, l'avion a été lancé à un moment où les perspectives de croissance s'annonçaient constantes. Il y a eu la crise financière de 2008 qui a cassé la dynamique commerciale d'un avion qui lui-même avait pris un peu de retard dans son programme, hein, il faut l'avouer, hein, 2 ans de retard entre la date du premier vol annoncé et puis sa réalisation. Donc il y a eu un ensemble de facteurs qui ont fait que l'A380 n'a pas pu connaître le succès commercial que connaît aujourd'hui, il connaît toujours son petit frère, l'Airbus A320. Et aujourd'hui, donc les enjeux, ils sont notamment dans le fait de produire des avions qui polluent moins ou qui seraient même neutres sur le plan du carbone. Qu'est-ce qu'il est possible d'imaginer, Yann Kochnek, dans un avenir proche? Simplement, c'est que à la place d'avoir des moteurs thermiques, vous aurez des moteurs qui utiliseront l'hydrogène. C'est l'objectif à l'horizon 2035-2040. Et sincèrement, que ce soit de 35 ou 40, c'est pas à la limite important, puisque c'est sûr que tout programme d'innovation technologique connaît des retards, des bugs, etc. Mais l'important, c'est que le constructeur et les motoristes arrivent à sortir à l'horizon 2040 un avion qui fasse 0 émission si possible. C'est la technologie qui vous paraît la plus prometteuse ? Ah, certainement, en termes d'émissions de CO2, c'est la technologie la plus prometteuse, mais il est clair que ça va demander beaucoup de remise en cause, beaucoup de travail, des erreurs seront faites, il faudra les corriger, il faudra recommencer. Bref, c'est la technologie, la propulsion à hydrogène, c'est quelque chose de très pointu. Donc c'est vrai qu'on l'utilise pour le spatial, mais bon, une fusée, c'est pas un avion rempli de passagers. Donc c'est un process technologique assez long, mais il y a des formules intermédiaires
Par exemple, on parle de carburant durable réalisé sur la base de déchets municipaux, par exemple. Voilà. Donc, il y a des solutions intermédiaires, le temps de trouver la bonne solution technique sur la propulsion hydrogène. Merci Yann Kochnek. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos.